Bonjour à tous. Bien, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré au baromètre du dialogue social fait par le groupe Alpha. D'abord, je voudrais indiquer que en fait, c'est un travail collectif que nous avons fait, c'est une première, et c'est un travail collectif composé, on était un groupe de travail composé de 5 personnes. Moi-même, donc Antoine Raymond, responsable du pôle études et prospectives du centre études et data du groupe Alpha. Yvon Gay, qui est également à l'écran, qui est directeur associé de Sémaphore. Et également, donc, il y avait Vincent Mazui et François Cochet de Secafi, et Jean-Mathieu Sassier, directeur marketing, qui là supervise toute la partie technique de ce webinaire. Donc, sur le principe de cette organisation de cette séance, en fait, ce que l'on va faire, c'est une présentation des principaux résultats. On ne va pas tout présenter, mais on va présenter les principaux résultats, les choses qui sont sans doute les plus marquantes. Ce que l'on vous propose, c'est à la fin d'une partie qui sera consacrée au thème du dialogue social, de faire en fait un premier recueil de questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat en fait tout au long de la présentation, et puis donc nous y répondrons à ce moment-là, de même que nous vous proposerons un petit sondage à l'issue de cette première partie. Ensuite, il y aura un deuxième sondage qui viendra plutôt à la fin. Donc, on va vous projeter à l'écran un document. Alors, voilà, il se lance. Donc, sur la présentation, en fait, on va déjà vous présenter un petit peu le principe de ce baromètre. Ensuite, je l'ai dit, on s'attachera à présenter les thèmes du dialogue social. Puis, ensuite, dans une troisième partie, ce que l'on fera, c'est que l'on viendra sur la partie vraiment qui concerne spécifiquement le dialogue et son influence, puisque ce que l'on s'est attaché à faire, c'est de regarder en fait dans quelle mesure chaque partie dans le dialogue social se sentait en mesure d'influencer l'autre ou pas. Et on finira avec quelques pistes d'évolution. Donc, sur la présentation, ce que l'on peut indiquer, c'est déjà des repères méthodologiques. Donc, sur la démarche méthodo, en fait, c'est un baromètre qui traite donc du dialogue social, mais uniquement vu sous l'angle des réunions, des échanges entre directions d'entreprise et représentants du personnel dans les réunions de CSE. Donc, c'est un choix que l'on a fait pour cette première version, de s'attacher uniquement aux échanges en réunion de CSE et de ne pas traiter des négociations qui, elles, sont menées entre les syndicats et les directions. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Parce que on a en fait l'objectif de faire un suivi un peu récurrent de ces sujets, de ces discussions en réunion de CSE. Et donc, ça nous est apparu plus adapté de regarder les thèmes du dialogue social qui sont régulièrement abordés. Ça nous est apparu plus adapté de le suivre en réunion de CSE parce que, en fait, c'est là où on a ces thèmes qui sont abordés de façon récurrente. Une négociation, au contraire, c'est quelque chose de plus ponctuel. Et du coup, quand on va avoir une négociation sur un thème donné, par exemple le télétravail, une fois achevée cette négociation, le sujet ne sera plus identifié comme un thème d'échange, alors même qu'il peut continuer à être abordé dans les échanges par la direction et les représentants du personnel. Donc voilà pourquoi on se concentre là-dessus pour toute cette partie suivi récurrent, donc que l'on prolongera également dans les versions ultérieures de ce baromètre.
Et une autre raison également, c'est que pour tout ce qui est négociation d'accords, il existe un suivi régulier des accords qui donne lieu à un bilan annuel de la négociation collective. Et donc, d'une certaine manière, on peut avoir un ordre de grandeur déjà des sujets qui sont les plus discutés. Et donc, le thème qui donne le plus lieu à des accords, c'est toujours le même d'année en année, c'est celui des salaires, notamment en raison des NAO et après, si on inclut les accords d'intéressement en participation, on a toute une grosse partie en fait dans les accords qui traitent des éléments de rémunération. Du coup, comment on a procédé? Alors, on a fait un questionnaire en fait qui a été diffusé sur Internet au mois de septembre 2021, qui a recueilli 1725 réponses. On avait 1570 représentants du personnel et 155 représentants de la direction générale et de la direction des ressources humaines. Vous avez le détail en fait qui est donné là avec quelques illustrations graphiques sur cette page. Par exemple, vous avez les fonctions et les mandats des répondants. Donc vous voyez qu'on a à 37% des répondants qui sont membres de CSE, 11% sont délégués syndicaux, 41% sont à la fois membres des CSE et délégués syndicaux. Côté direction, vous voyez qu'on a en fait une représentation plus importante des représentants des ressources humaines, puisqu'ils sont donc 7%, et 2% qui sont des représentants de la direction générale. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre en fait sur ces résultats, vous les avez là, vous pouvez les voir. Sur le profil syndical, en gros, ce que l'on a, c'est 25% de répondants CGT, 16% de CFDT, 29% de CFE-CGC, 8% de FO. Voilà, vous avez le détail. Et la répartition par taille est également donnée. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a globalement plus d'hommes que de femmes, de mémoire 60% d'hommes, et des répondants qui sont plus âgés. Là, je crois que c'était 2/3 ou 70%, ils ont plus de 45 ans. Voilà un peu la structure en fait de l'échantillon. Donc, ce que l'on a voulu faire en fait avec ce baromètre, c'était un peu innover parce que des baromètres, il y en a beaucoup dans le domaine politique, dans le champ social également. Et donc, nous, ce que l'on a voulu faire, c'était un baromètre qui s'adresse en fait aux deux parties dans l'entreprise, donc aux représentants du personnel et aux représentants des directions d'entreprise. Et un baromètre qui mesure les écarts de perception, parce qu'il nous semble déjà que quand on parle de dialogue social, est-ce que déjà on a la même représentation au départ? Et donc les écarts de perception sur les thèmes abordés dans les réunions de CSE, c'est quelque chose, c'est un peu le point de départ, on va dire. Ensuite, la troisième innovation, c'est qu'on a essayé de s'attacher, en fait, à montrer dans quelle mesure les débats en CSE permettaient de faire changer d'avis l'une et l'autre partie. C'est un peu l'objectif quand même d'un dialogue, c'est d'écouter l'autre, d'intégrer ses remarques, ses critiques, pour aboutir ensuite à un accord, à une forme d'accord, à un compromis. Et donc, du coup, ça, il nous semblait que c'était quelque chose de particulièrement intéressant qu'on ne voyait pas, en fait, dans les autres baromètres qui sont faits par les différents organismes. Alors, ensuite à ça, on a fait un volet supplémentaire composé de quelques thématiques, particulièrement une sur la gouvernance, une sur les compétences, une également sur la crise sanitaire, et puis quelques questions d'ordre général. Voilà, donc on ne va pas tout présenter ici.
ce que l'on va surtout présenter, c'est en fait les thèmes abordés dans les réunions de CSE et les thèmes sur lesquels les deux parties pensent s'influencer ou non. Et puis après, on agrémentera de quelques éléments aussi sur la gouvernance, puisque ça vient assez bien compléter ces propos. Donc, déjà, un premier point, c'était de savoir aujourd'hui, finalement, quel est le regard, quelles sont les attentes des deux parties sur le CSE aujourd'hui. Quel est le regard qui est porté par la direction et par les représentants des salariés sur le CSE aujourd'hui. Donc, on a posé un certain nombre de questions. Ce qui ressort, c'est que le CSE, en fait, montre une bonne compatibilité entre les attentes des deux parties. Et chacune, en fait, apparaît dans son rôle. Alors, comme illustration, eh bien, je vais donner deux exemples. Pour les représentants du personnel, le CSE, c'est d'abord une instance d'information qui permet de satisfaire un besoin de compréhension. Donc, 97% des représentants du personnel interrogés le pensent. C'est une instance au sein de laquelle les syndicats doivent faire valoir leur point de vue, pour 81% des représentants du personnel interrogés. Pour les directions, vous allez voir, c'est assez complémentaire. Le CSE est d'abord une instance où elles doivent avant tout expliquer les sujets, donc pour 94% d'entre elles. Et ensuite, une instance aussi qui permet d'identifier les objections pour y répondre, pour 91% d'entre elles. Donc finalement, on a une assez bonne compatibilité entre les attentes des uns et des autres. Pour autant, ce qui apparaît, c'est que quand même, le CSE, il s'exprime avant tout, son rôle s'exprime avant tout sous contrainte de l'obligation légale. 50% des représentants des directions pensent que lors des infoconsultes, la direction répond surtout à une obligation légale, et c'est le cas de 88% des représentants du personnel. Donc, d'un côté, on a une instance qui est utile, qui est reconnue comme telle, qui permet de satisfaire les attentes des deux parties, mais d'un autre côté, on voit que s'il n'y avait pas cette obligation légale, finalement, on se demande s'il y aura un CSE. Et donc, la question, c'est justement comment dépasser le cadre légal et innover dans les échanges. Donc ça, c'est un peu le point de départ de notre présentation. Et ensuite, on s'est donc attaché aux échanges proprement dit dans les réunions de CSE. Donc là, je passe la parole à Yvon. Merci Antoine. Je vois qu'il y a quelques réactions dans le chat, donc n'hésitez pas. Et effectivement, les réactions dans le chat vont aller un peu dans le sens de ce qu'on va vous présenter sur les points, j'oserais dire, qui convergent et les points qui divergent sur l'appréciation des thématiques et de la manière dont elles sont instruites par les uns et les autres. Donc, bien évidemment, Antoine l'a précisé, on ne met pas tout dans cette présentation, d'autant plus qu'on veut vous donner du temps pour des échanges. On souhaite finir notre présentation d'ici un petit quart d'heure pour se donner un quart d'heure ensuite de temps d'échange. Donc, il n'y a pas tout, mais Jean-Mathieu a rappelé là où vous pouvez télécharger l'intégralité du rapport. Donc, les thèmes du dialogue social, si Antoine... planche suivante, les thèmes du dialogue social. Alors, on a interrogé, peut-être certains d'entre vous ont fait ce questionnaire, mais il y a beaucoup de thèmes. Mais clairement, en CSE, d'après les représentants du personnel et les représentants de la direction, les deux thèmes les plus abordés sont 1, l'organisation du travail, 2, la stratégie d'entreprise. Donc, si on parle de la stratégie d'entreprise, à la question a-t-elle été abordée en réunion de CSE dans les 12 derniers mois, clairement, que ce soit pour les représentants de la direction ou des représentants du personnel, une grande majorité disent oui. Alors, bien évidemment, cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer notamment parce qu'il y a une obligation d'information-consultation
dans le cadre de l'information consultation annuelle sur les orientations stratégiques et ses conséquences sur l'emploi. Mais je pense qu'effectivement, au-delà même de cette information consultation, ce sont quand même des discussions qui ont lieu régulièrement en CSE. Alors, encore une fois, c'est bien simplement, est-ce que ces thèmes sont abordés et on verra par ailleurs qu'il y a peut-être des écarts sur la manière dont c'est pris en compte par les uns et par les autres en termes d'influence, mais Antoine reviendra là-dessus. L'autre thème qui est parmi les plus abordés, c'est l'organisation du travail. Et là également, représentants du personnel et direction affirment avoir parlé de l'organisation du travail sur les 12 derniers mois en CSE. Donc là non plus, ce n'est pas un sujet complètement étonnant, puisque l'organisation du travail, c'est quand même un peu aussi le cœur du réacteur dans les relations qui peuvent être entretenues en CSE entre direction et représentants du personnel, puisque c'est bien sous couvert de l'organisation du travail que les questions de conditions de travail, des questions d'emploi, des questions qui touchent au cœur et au quotidien des salariés qui est souvent discuté en CSE. Donc ça, c'est les deux thèmes les plus abordés. Si Antoine, on peut passer à la plage suivante, voilà. Un thème qui est également souvent abordé, mais qui présente des perceptions très différentes. Rappelons-nous, ce questionnaire-là, on l'a fait il y a 1 an, donc dans des conditions particulières, en tout cas dans une situation d'actualité particulière, celle de la crise sanitaire, mais clairement, sur le partage des richesses, il y a une perception très différente à savoir si c'est vraiment abordé ou pas vraiment abordé en CSE. Les représentants du personnel, en grande majorité, 62% disent que c'est rarement abordé, voire jamais discuté, alors que la direction d'entreprise pense le contraire, puisque 60% d'entre elles considèrent que c'est souvent abordé, souvent ou parfois abordé. Donc il y a un vrai écart de perception là-dessus. Forcément, cet écart de perception, simplement même dans le contenu, dans le contenant, aura probablement des conséquences sur le contenu. Alors, si on se risque à prendre quelques explications pour mesurer ces écarts, c'est d'une part, le sujet même du partage des richesses, ça peut être un sujet qui est plus focus au niveau des délégués syndicaux, puisque c'est eux, malgré tout, qui sont en négociation dans le cadre des NAO, des salaires, des primes, de l'intéressement, etc. Donc, il n'y a pas un temps spécifiquement dédié au CSE sur cette question-là. Et compte tenu du contexte, peut-être qu'aussi la perception était bien différente parce qu'on était en pleine crise sanitaire et donc quelque part le partage des richesses était un sujet, permettez-moi l'expression, peut-être mis de côté, malheureusement mis de côté, puisqu'il y avait une partie de gel des salaires dans de nombreuses entreprises, des réunions reportées, de nombreuses réunions à distance, etc. etc. Alors, quand on dit, c'est pas une attribution, je reviens juste un tout petit peu, Antoine, quand on dit que c'est pas une attribution spécifique du CSE, pour autant, voilà, sans me mettre à la place d'une direction, puisque là, on est bien pour, en ayant discuté avec certaines d'entre elles, eux laissent entendre que lors de la présentation des comptes, et donc dans l'information consultation sur les résultats économiques de l'entreprise, c'est un sujet qui finalement est abordé, le partage des richesses, mais ce n'est pas perçu comme ça pour les membres du CSE. Planche suivante, si tu veux bien, Antoine. Donc, d'autres sujets qui, pour autant, pouvaient nous paraître d'actualité. La lutte contre les discriminations, qui a, je ne dis pas une bizarrerie, mais malgré tout, avec deux questions, on voit une forme de paradoxe. C'est un champ qui est considéré comme prioritaire. Et là, de manière assez unanime, concernant les représentants du personnel et la direction, comme vous le voyez sur le graphe de gauche. Et pour autant, a priori, c'est un sujet qui est très rarement abordé.
Et là également, tous en conviennent, représentants du personnel et direction. Donc là, il y a quand même une forme de bizarrerie, puisque le sujet est un vrai sujet pour tout le monde, et pour autant, ce n'est pas abordé. Donc, est-ce que le cadre du CSE n'est pas le bon? Je pense que oui, moi, pour autant, mais en tout cas, force est de constater que ce n'est pas inscrit dans les agendas sociaux des entreprises. Le dernier point, voilà, on l'a pris, hein, comme on vous l'a dit, on l'a pris de manière ponctuelle. Le dernier point, avant de passer à un petit sondage, c'est la décarbonation, hein, voilà. Et là, c'est un thème qui est de l'avis et de l'aveu de tout à chacun, ignorer des débats au niveau du CSE. Puisque si on prend cette question un peu cash, un peu basique, hein, la stratégie de décarbonation de votre entreprise a-t-elle été abordée en réunion de CSE? Là, pour le coup, membres de la direction ou représentants du personnel au moins convergent et sont d'accord pour dire que ce n'est pas le cas, ou très peu le cas. Par contre, effectivement, cela nécessiterait pour les uns et pour les autres, avant même peut-être de l'aborder en CSE, d'avoir des bases communes qui pourraient se traduire par un besoin de formation pour accompagner effectivement ces transformations de l'entreprise. Donc ce sujet de la décarbonation, peut-être que dans le sondage qu'on fera cette année, puisqu'on va reproduire un certain nombre de questions, on pourra imaginer qu'il évolue, hein, puisque c'est des questions de forte actualité dans les entreprises, peut-être. Donc, on le verra. Voilà. Donc, quelques thèmes convergents, quelques thèmes divergents, des points de vue voilà, qui peuvent présenter quelques grands écarts. Et donc, on vous propose, là, pour réagir rapidement, un petit sondage, si vous en êtes d'accord. Donc là, vous êtes principalement sur le chat, hein, et bien évidemment, on réagira par rapport à ceux qui ont participé, hein, dans le chat. On réagira par rapport à vos remarques, à vos questions. Mais on se propose de lancer un petit sondage. Donc, il faudrait que vous alliez sur la partie sondage, en fait, hein, qui se trouve sur un bouton en bas à droite de votre écran. Et donc, du coup, vous pouvez répondre à la question suivante, hein. Selon vous, dans les prochains mois, quels seront les thèmes les plus discutés en réunion de CSE? Vous avez le droit à un multicoche, et ensuite, il faut ne pas oublier d'appuyer sur « Soumettre le vote » pour, par ailleurs, pouvoir visualiser les résultats. Alors, je vois qu'il y a une forte participation au sondage et merci à vous. Et il y a quelques tendances qui se dessinent. Pour continuer de participer, mais globalement, je commente rapidement le sondage, en tout cas simplement en précisant les résultats, qui confirment ce qu'on a pu voir sur les planches précédentes, hein, puisque majoritairement, selon vous, il y aura deux thèmes, les deux premiers thèmes qui ressortent, ça reste l'organisation du travail et la stratégie de l'entreprise. J'oserais dire qu'il y a des thèmes quand même malgré tout majeurs également qui seront abordés d'après le sondage, c'est la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux et le partage des richesses créées dans l'entreprise. Je reviens, voilà, on se propose avec Antoine, avant de passer sur la deuxième séquence qu'Antoine présentera, on se propose d'échanger rapidement sur ces premiers constats et peut-être de réagir à quelques-unes de vos remarques en chat. Alors,
les premières remarques, c'était de dire, ne pas confondre, la direction se considère devoir être pédagogue, ça laisse entendre qu'elle ne veut pas nécessairement, qu'elle ne veut pas nécessairement entendre ce que les représentants du personnel peuvent dire et les prendre en considération. Donc, on le verra dans ce que présentera Antoine, c'est effectivement, il y a des sphères d'influence qui sont dans un certain nombre de cas relativement modestes. Et effectivement, sur la stratégie de l'entreprise, on est plutôt dans un phénomène de vouloir faire de la pédagogie que de prise en compte. Alors peut-être que dans d'autres sujets, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas sur la stratégie, c'est peut-être effectivement ça qui se dégage. La stratégie, la direction reste floue, comme ça elle peut changer plus facilement sans apparaître et se dédire. Bon, ça n'amène pas nécessairement de commentaires, je pense, de ma part. Et oui, Antoine, tu veux réagir? Oui, je pense qu'on peut avancer. Il y aura peut-être d'autres questions, en fait, ou d'autres commentaires après la deuxième partie. Parce que là, il va y avoir un peu des confirmations dans la partie qu'on va présenter par rapport à ce qui est dit là. Donc, effectivement, je pense c'est ça. Je pense qu'on peut peut-être poursuivre. Allez, alors je te laisse la parole, Antoine, parce qu'effectivement, tu vas donner quelques éléments, pas de réponse, mais en tout cas quelques éléments de confirmation des remarques faites dans le chat. Alors, donc par rapport à ce que disait Yvon, en fait, ce qu'on va regarder là maintenant, c'est un peu comment l'une et l'autre partie pensent s'influencer mutuellement. Du coup, pour ça, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a calculé des indices d'influence. Alors, c'est relativement simple, c'est-à-dire que le principe, c'est de mesurer le point de vue de chaque partie sur sa capacité à faire changer d'avis l'autre partie à travers les réunions en CSE. Donc, quand on posait une question, on avait en fait différentes modalités de réponse. Par exemple, souvent, vous l'avez vu, hein, souvent, parfois, rarement, jamais. Donc, on a donné en fait des pondérations, on a fait une notation de ces différentes modalités de réponse, et puis de façon à donner une note en fait à chaque réponse. Par exemple, quelqu'un qui répondait souvent, on attribue la note 99. Quelqu'un qui répond parfois, on attribue la note 66. On a fait un truc linéaire comme ça. Et puis ensuite, finalement, on a fait un calcul pondéré pour l'ensemble des réponses, si bien que pour chacune des thématiques, on a un indice d'influence qui permet de synthétiser, en fait, quand on est en dessous de 50, ça veut dire que globalement, la partie interrogée ne pense pas être en mesure d'influencer l'autre, et quand on est au-dessus de 50, c'est l'inverse. Du coup, ce que l'on constate, c'est que l'indice d'influence, il est de 44 pour les directions d'entreprise et de 28 pour les représentants des salariés. Donc, il est toujours inférieur à 50. C'est-à-dire que, en fait, les deux parties, lorsqu'elles sont interrogées, globalement, sur l'ensemble des thèmes, elles ne pensent pas être en mesure d'influencer l'autre partie, donc les représentants du personnel pour la direction et la direction pour les représentants du personnel. Ensuite, qu'est-ce que l'on constate donc, avec cet indice d'influence qui est de 44 pour les directions et de 28 pour les représentants des salariés? Ça veut dire quand même que malgré tout, l'indice d'influence des directions est supérieur, ce qui signifie que les directions pensent influencer davantage les représentants du personnel que l'inverse. Voilà, donc c'est simplement en fait un petit outil technique qui permet d'avoir une vision synthétique de ces sphères d'influence. Alors les thèmes concernant lesquels les sentiments d'influence réciproque montrent les plus gros écarts, c'est la stratégie, donc ça confirme un peu ce qui est dit dans le chat. Ensuite, donc là on a près de 50 points d'écart d'indice thématique. Donc on a en gros des directions qui pensent
influencer nettement plus les salariés que l'inverse. Le partage des richesses et les relations de l'entreprise avec le territoire, donc ça c'est le deuxième gros écart, et la stratégie de décarbonation. Donc on va revenir sur ces différents thèmes. Le premier, finalement, celui où il y a le moins d'écart, on va commencer par les choses un peu plus positives, où peut-être il est possible de construire, voire de co-construire des choses intéressantes, c'est sur le travail et son organisation. Donc là, on a vu que c'était un thème qui était quand même souvent abordé, la question du travail au sens large, hein, QVT, organisation du travail et RPS. Quand je dis travail, ça inclut ces trois dimensions-là. Donc, ce que l'on constate sur ce point, c'est que les directions indiquent majoritairement que les débats en CSE ont fait changer d'avis les représentants du personnel. Vous le voyez en dessous, à gauche, sur la QVT, par exemple, c'est le cas de 65% des directions. À 65%, elles pensent que les débats en CSE ont fait changer d'avis les représentants du personnel. Donc après, on décline sur les RPS et sur organisation du travail. La réciproque n'est pas vraie. Vous voyez que pour les représentants du personnel, sur la QVT, 42% pensent avoir fait changer d'avis la direction. Néanmoins, ce sont les thèmes sur lesquels il y a le moins d'écart et sur lesquels les représentants du personnel sont le plus susceptibles de faire changer d'avis la direction. Donc les thèmes peut-être sur lesquels il y a davantage à travailler en réunion de CSE. Alors, c'est un petit peu compliqué de tirer des conclusions générales pour deux raisons. C'est que d'abord, il y a peut-être un effet conjoncturel en raison de la crise sanitaire, parce qu'ils vont rappeler qu'on a fait cette enquête en septembre 2021 et on était quand même encore bien dans la crise sanitaire. Et donc, on peut penser que la crise sanitaire a pu rapprocher les points de vue sur tous ces sujets-là. Deuxièmement, donc ça a pu peut-être tirer vers le haut. Peut-être que si on l'avait fait un an avant, on n'aurait pas eu des résultats, on n'aurait pas eu des écarts aussi réduits, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc voilà, il y a ce point-là qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément aussi, c'est que en fait, la réforme des ordonnances a réduit les moyens des CSE. Et ce qui ressort, c'est que la place de la santé au travail, de l'organisation de travail, des conditions de travail est plus réduite aujourd'hui dans les CSE pour tout un tas de raisons, liées aux moyens, liées au fait que la place des anciens CHSCT dans le CSE est elle-même réduite, liée à la longueur des heures du jour, etc. Donc il y a plusieurs éléments. Et donc, travailler peut-être sur une amélioration de ces dimensions-là permettrait d'avoir une meilleure possibilité d'influence des représentants des salariés. Sur la stratégie, en revanche, là, vous voyez que donc, si on était à quelque chose comme 42% pour les trois thématiques, 42-41% de sentiment d'influence pour les représentants du personnel, sentiment d'influence de l'autre partie, vous voyez que sur la stratégie, on tombe à 16. Donc c'est le thème sur lequel l'écart de sentiment d'influence est le plus grand. Les directions considèrent majoritairement influencer les élus à 57%, souvent ou parfois. En revanche, pour les représentants du personnel, 82% considèrent que les débats en CSE n'ont pas fait changer le point de vue de la direction sur la stratégie de l'entreprise. Donc vous voyez que c'est quand même, ça n'a rien à voir avec les questions de travail. Là, on est quand même dans autre chose. Alors, il y a la difficulté pour les représentants du personnel à peser sur les décisions avant qu'elles ne soient prises, malgré donc l'instauration d'une infoconsulte dédiée aux orientations stratégiques. Et par conséquent, on peut essayer de
peut-être d'identifier 2 voies possibles d'amélioration du dialogue sur la stratégie. Ça pourrait passer par notamment un renforcement de la présence d'administrateurs salariés au conseil d'administration, puisque finalement, c'est le conseil d'administration qui traite des questions stratégiques et de transformation dans l'entreprise. Et donc, le fait qu'il y ait les salariés dans ce conseil, ça permettrait d'améliorer les choses. Et puis, un renforcement des échanges entre CSE et conseil d'administration, qui aujourd'hui apparaît quand même nettement insuffisant. Quand on pose la question, vous voyez que dans votre entreprise, existe-t-il des échanges entre CSE et conseil d'administration? Les représentants du personnel répondent oui à 39%. Les représentants des directions répondent oui à 74%. Donc, il faut rappeler de ce point de vue-là que quand le CSE émet un avis sur la stratégie de l'entreprise, il peut demander une réponse du conseil d'administration. Et donc, un lien peut s'instaurer, en fait, un dialogue peut s'instaurer entre les deux, qui soit un peu autre chose que les échanges, en fait, en réunion de CSE. Et donc, le fait d'y avoir des représentants, enfin, des administrateurs salariés dans ce conseil d'administration pourrait également permettre une certaine amélioration. Ce que l'on peut également noter, c'est que peut-être aussi l'ICOS est handicapé par la prise en charge par le budget du CSE de 20% du coût d'intervention de l'expert. Donc ça peut limiter aussi les interventions de l'expert sur les infoconsultes liées à la stratégie. Et ça aussi, c'est pas de nature à améliorer le sentiment d'influence. Sur le partage des richesses, il nous semble que là, c'est vraiment la grande incompréhension du dialogue social. Donc, quand on regarde, en fait, on voit que, contrairement à la stratégie où les directions pensaient être en mesure d'influencer les représentants du personnel, ni l'un ni l'autre ne pense s'influencer. En fait, 15% des représentants du personnel pensent influencer les directions, et les directions sont 35% à penser influencer les représentants du personnel sur la question du partage des richesses. Donc il y a plusieurs explications par rapport à ça. Ce qu'a dit tout à l'heure Yvon, c'est que c'est un sujet qui est relativement peu abordé en réunion de CSE. Je dis relativement parce que les négociations, donc ça se passe pas dans le CSE. Et peut-être aussi, ça peut s'expliquer par une différence de diagnostic de départ. Les directions peuvent considérer d'une manière générale que les écarts de salaire ne sont pas trop grands, contrairement aux élus. Et donc, en soi, ce n'est pas forcément un sujet crucial dans l'entreprise. Quand on pose la question, êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante, les écarts de salaire sont trop grands? Vous voyez, 88% des représentants du personnel disent oui, 37% des représentants des directions disent oui. Donc, peut-être aussi que cette appréciation de départ peut jouer par la suite. Donc, pour laisser un peu de temps pour la discussion, maintenant, on va conclure en fait assez rapidement avec quelques pistes d'évolution. Donc, quelle piste d'évolution possible? Alors, quelle piste d'évolution? Là, on ne va pas refaire toute la discussion sur le travail du comité d'évaluation des ordonnances, les moyens, etc. Là, on s'attache plus précisément en fait, à regarder au niveau de la gouvernance de l'entreprise et des formes de gouvernance, d'articulation des différentes instances. Donc, quelles évolutions possibles du CSE? Alors, ce qu'on peut, deux questions qu'on a posées, qui sont sans doute pas les seules qu'on aurait pu poser. En l'absence d'organisation syndicale, faut-il doter le CSE d'un pouvoir de négociation? Donc là, clairement, en fait, vous voyez que les représentants des directions et des syndicats disent oui. Donc, il y a une nécessité d'organiser la négociation dans l'entreprise. Avec ce petit bémol, Antoine,
Mais tu as raison, la question elle est bien posée comme ça avec le petit bénévole, c'est que on voit à quel point l'option qui avait été proposée dans les ordonnances, celle du conseil d'entreprise, a été un flop assez total, hein, quelque part, hein, et qui donnait justement cette possibilité. Donc, les représentants du personnel, et je crois la direction, ont préféré, en tout cas au travers de la mise en place des CSE, ont préféré maintenir cette distinction entre les délégués syndicaux négociateurs, les CSE, information, consultation. Voilà, donc là, en fait, la question qui a été posée, c'est bien en l'absence d'organisation syndicale. Hein. La question étant, dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat, plutôt dans les petites, certaines moyennes, comment on structure cette négociation. Et puis, une autre question qui a été posée, c'est faut-il laisser la présidence du CSE à un représentant des salariés? Alors là, vous voyez que clairement, les représentants de direction ils sont opposés à 79%, parce que c'est quand même la présidence du CSE, c'est quand même une responsabilité importante. Hein, c'est la co-construction de l'ordre du jour, c'est l'animation de la réunion. Et donc finalement, c'est un peu l'organisation et la structuration des débats. Et les représentants du personnel apparaissent partagés sur cette évolution, parce que 52% ils sont favorables. La position est plus délicate, parce que elle renvoie à la possibilité d'exercer un regard critique et constructif, tout en portant une responsabilité dans l'animation du dialogue social au sein de cette instance. Et donc, les réponses sont moins évidentes pour les représentants des salariés. L'autre question qu'on a essayé un petit peu de voir, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, faut-il renforcer la présence des salariés au conseil d'administration? Alors, pour être, on va dire, un peu positif, on va dire que sans doute les directions, dans une approche un peu moderne de la démocratie en entreprise, seraient sans doute prêtes à une augmentation du nombre de salariés au conseil d'administration, mais la question qui était posée n'était pas celle-là. La question qui était posée était: êtes-vous d'accord pour aller jusqu'à 1/3 de salariés au conseil d'administration, comme dans les pays nordiques notamment? Et donc là, clairement, la réponse qui est faite par les représentants des directions, c'est 32% ils sont favorables, donc par définition, le reste y est opposé, contre 92% des représentants du personnel. Donc là, on a bien un pourcentage de réponse fort côté représentant du personnel, il y a une attente de ce point de vue-là. Ensuite, ce que l'on a essayé de voir, c'est finalement cette plus grande ouverture du conseil d'administration à des représentants des salariés. Elle peut aussi passer par le fait de devenir actionnaire de l'entreprise. Quand on est actionnaire de l'entreprise, on doit avoir une présence, au-delà d'un certain pourcentage de détention du capital, on doit avoir une présence des représentants actionnaires salariés dans le conseil d'administration. Et donc, on a posé la question, faut-il rendre obligatoire l'actionnariat des salariés dans le capital de leur entreprise? De certaine manière, en le rendant obligatoire, on augmente le nombre d'actionnaires salariés, ils détiennent un certain pourcentage et ça leur permet, après de fait, de renforcer leur présence au conseil d'administration. Ben, les directions n'apparaissent finalement guère plus favorables de ce point de vue-là à une obligation de l'actionnariat des salariés. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas favorables à une forme d'actionnariat des salariés, mais en tout cas à une obligation. Elles y sont globalement opposées, contre 59% des représentants du personnel qui, eux, y sont plutôt favorables. Donc voilà, en fait, pour ouvrir un petit peu quelques pistes de discussion et d'évolution des différentes instances et de leur articulation. Donc voilà, on va s'arrêter donc sur ce point. On va maintenant donc vous diffuser le deuxième sondage. Et puis on est donc disponible pour répondre à vos questions. Donc vous, comme tout à l'heure, en fait, la case sondage là est en bas à droite à côté de chat, et donc vous répondez. Donc la question, c'est en fait, elle porte plutôt là cette fois-ci sur
votre avis dans les prochains mois sur les principaux sujets de négociation dans votre entreprise. Donc, on a différents thèmes: salaire, senior et mesures de fin de carrière, gestion de l'emploi et des parcours professionnels, donc incluant notamment toutes les questions de formation et compétences, télétravail, décarbonation de l'entreprise ou autres. Alors, Yvon, je ne sais pas si tu as pu regarder, parce que moi, quand je parlais, je n'ai pas trop suivi dans le chat là, ce qui se passait. J'ai suivi le chat, effectivement, et peut-être que c'est plutôt des remarques que des questions dans le chat qui confirment pour ceux qui ont participé à ce chat la situation que tu as décrite dans leur propre entreprise, de ce que je comprends. Avec peut-être une remarque particulière sur où tout à chacun, enfin ceux qui ont participé ont plutôt convergé dans leur point de vue, c'est que sans organisation syndicale dans l'entreprise, les négociations n'en étaient pas vraiment. Donc par rapport à la question, est-ce que le CSE par lui-même peut être négociateur? Là, il y a eu des éléments ou des remarques en fait qui allaient dans le sens de voilà, à la fois il faut être rompu à la négociation pour négocier, et à la fois quelque part c'est de la prérogative des délégués syndicaux à ce stade, et c'est plutôt bien perçu comme ça. Sinon, c'est plutôt des remarques, effectivement, qui venaient étayer les écarts de perception que tu as mentionné, notamment sur tout ce qui concerne l'influence. Sinon, là, je suis en train de voir dans le chat, en fait, il y a parmi les thèmes de négociation prévus dans les prochains mois, il y en a 2, là, sur le temps de travail. C'est effectivement un sujet, là, qui peut se poser, alors, qui s'est posé aussi dans la crise, en particulier à travers les accords de performance collective. Et c'est effectivement aussi un sujet qui peut peut-être se reposer, et la nouvelle convention collective dans la métallurgie aussi. C'est sûr que ça va occuper une partie des débats dans ce secteur. Alors, il y a une autre question là sur les ordres du jour des CSE. Ils sont de plus en plus surchargés. Comment élargir les espaces de discussion en amont des négociations? Alors, moi, je vais faire une réponse. Yvon pourra me compléter. Il me semble que déjà, pour éviter peut-être de surcharger les ordres du jour, il y a un travail à faire au niveau de la représentation de proximité. On a donc le pôle études et prospectives, on a réalisé un travail en fait d'analyse d'accords de CSE qui instaurent des représentants de proximité complétés par un travail de terrain. Ce que l'on constate clairement, c'est que les représentants de proximité aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui n'est pas codifié dans la loi, en fait, on a une grande variabilité selon les entreprises. Et du coup, on a des problématiques de terrain qui souvent remontent au CSE alors qu'elles pourraient être traitées ailleurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un moyen d'alléger les ordres du jour. Alors, de fait, ces problématiques-là, souvent, parfois, selon les entreprises, ne sont pas traitées. Donc, ça induit des crispations. Et donc là, je pense qu'il y a un premier élément de réponse sur les représentants de proximité. On pourrait dire aussi la même chose, en fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur les sujets organisation du travail, conditions de travail. Je ne sais pas si, Yvon, tu
tu veux compléter? Oui, je vais compléter, enfin, je vais surtout plutôt aller dans le sens que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a les représentants de proximité et il y a aussi théoriquement, et quand je le dis, je mets beaucoup de prudence parce que je sais que ça marche pas très bien, il y a supposé les commissions du CSE. Et je le dis parce que je sais que ça marche pas très bien. Et j'ai vu qu'il y avait eu des remarques en ce sens en disant, bah voilà, on dit qu'il faut le faire en commission, et puis quand on ne fait pas partie de la commission, on nous dit qu'on n'est pas, on n'est pas légitime. Donc effectivement, il y a théoriquement les commissions qui sont là pour adresser des sujets au profit et au bénéfice du CSE en amont, en préparation, pour dégager du temps au niveau du CSE. Mais pour autant, ça fait, voilà, on n'est pas loin au bout de la première mandature de ces fameux 4 ans de nouvelle organisation, en tout cas dans le secteur privé, sur la mise en place des CSE. Il y a les commissions n'ont pas complètement pris la mesure de ce qu'elles doivent être, ou inversement, le CSE n'a pas. Quand je dis le CSE, je ne dis pas forcément les représentants du personnel, je dis les représentants du personnel et de direction n'ont pas trouvé le meilleur tempo pour travailler les sujets avec les commissions. Donc, voilà, la théorie voudrait qu'il y ait effectivement représentants de proximité et commissions qui pourraient amener à aider à faire que ces ordres du jour soient moins longs. Aujourd'hui, dans la pratique, on le voit, on n'a pas encore trouvé le chemin. Il y a alors, je fais exprès, justement, par rapport à toutes les remarques qui sont dites à ce sujet-là. Dans les sujets de négociation, j'ai vu personne indiquer que justement il y avait la potentielle renégociation de l'accord des CSE en vue du retour d'expérience qui aurait été fait dans chacune des entreprises de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça peut être aussi un futur objet de négociation, justement pour pallier ce que vous avez mal vécu et côté direction et côté représentant du personnel depuis 4 ans avec ces mises en place de nouvelles instances. Alors, j'ai vu aussi que pas mal de gens avaient parlé de QVTC. Voilà, donc est-ce que c'est de votre point de vue lié finalement à ce qu'on a vécu là avec la crise sanitaire qui nous oblige dans nos organisations à revoir ces éléments de QVCT ou ça devait arriver de toute manière dans vos agendas sociaux? Voilà, moi je serais intéressé par avoir un petit élément de réponse là-dessus de votre part. Sinon, on a déjà dépassé de 5 minutes le temps qu'on souhaitait consacrer à ce webinaire. Juste pour compléter, parce que là, il y a eu pas mal de commentaires sur les représentants de proximité. C'est un vrai sujet, la représentation de proximité. Je crois qu'elle a été soulevée par l'ensemble des organisations, des confédérations syndicales. Aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Voilà, il faut être clair. Je pense qu'au niveau syndical, il y a une unanimité là-dessus. Donc, tous les commentaires qui apparaissent là illustrent ce qui est porté par les confédérations au niveau national. Bon, on rappellera peut-être Antoine, et du coup, vous avez été très participants là au chat, et merci beaucoup parce que vous êtes aussi répondus les uns les autres, ce qui permet de créer un temps d'échange entre vous, pas simplement à notre destination, mais aussi entre vous, et donc tant mieux si ça a pu faire aussi permettre cela. En tout début de chat, rappelez-vous que Jean-Mathieu vous a poussé le lien qui vous permettrait d'avoir le rapport dans son ensemble, puisque là, avec Antoine, on a fait un choix de vous présenter quelques éléments, mais pas tous. Voilà, Jean-Mathieu le remet, merci.
Donc voilà, et puis bon, bien évidemment, vous le savez déjà, hein, que ce soit Antoine, Jean-Mathieu, moi-même, et puis les autres participants, et puis plus globalement le groupe Alpha, hein, CKFI et Sémaphore, sont tout à fait disponibles si vous avez des questions complémentaires. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Donc, du coup, on va clôturer là. Donc, merci beaucoup pour votre attention et votre participation, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'interactions. Et du coup, merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. Merci encore. Au revoir. Au revoir.